Bonjour, on s'apprête à terminer la partie containerisation de notre cycle DevOps, cloud et containerisation et on va finir sur la partie orchestration de containers avec l'orchestration avec un grand K pour le coup, puisqu'on va parler de Kubernetes et heu et j'aime faire, cette image quand on parle de Kubernetes, c'est vraiment, quand on veut évoquer Kubernetes, pour le faire découvrir à quelqu'un, c'est un peu comme, se poser la question de visiter le Louvre. Visiter le Louvre, c'est un emploi à plein temps. Il faut presque 6 mois, à temps plein pour visiter la totalité des salles, regarder la totalité des œuvres et puis, vraiment, le faire dans son intégralité. Comprendre Kubernetes et toutes les finesses, toutes les variations, tous les modules, toute la complexité que peut être Kubernetes, c'est pareil, c'est une formation, longue, à faire. Ce qu'on va faire nous, c'est un tour d'horizon, c'est un survol. Donc on est parti. Alors, on va commencer par le principe de base. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de l'approche descriptive versus impérative. Heu Qu'est-ce qu'on va faire sur un Kubernetes? Au travers d'une interface en ligne de commande, un peu comme Docker nous le proposait, sur une API, un peu comme Docker nous le proposait, en reversant les choses dans un distributed data store, on va stocker les éléments qu'on met dans un manifeste pour qu'un scheduler puisse les prendre en compte et déclencher des boucles de contrôle pour activer, modifier, déployer des ressources. Par contre, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que chacune déjà, il y a un aspect asynchrone événementiel, complet, hein. C'est-à-dire que, le passage d'un ordre sur un cluster Kubernetes, va être en gros l'entrée d'informations dans le distributed data store. On va parler d'ETCD en l'occurrence et puis, la prise en compte par le scheduler et la sollicitation des contrôleurs sur les ressources. Chacun de ces contrôleurs en plus de cet aspect asynchrone, chacun des contrôleurs est indépendant l'un de l'autre, ils sont sans état les uns par rapport aux autres et ils ont tous pour objectif de manipuler une ressource. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, en altérant cette ressource, ça ne peut pas déclencher d'autres boucles de contrôle, mais au final, le contrôleur va lui aussi rajouter un ordre dans le distributed data store pour activer un autre contrôleur. Donc on est vraiment sur une architecture avec des boucles de contrôle, des contrôleurs managers qui sont indépendants les uns des autres, sans état, et le mécanisme de base, c'est des appels via une API qui vont être matérialisés dans un distributed data store. Donc ce qu'on a dans l'espèce de rectangle bleu là, c'est ce qu'on appelle, pardon, le control plan sur Kubernetes. Donc on finit, hein, donc on a vu, hein, on applique un manifeste qui décrit un état avec une CLI via une API qui le répercute dans un distributed data store piloté par un scheduler qui exécute des contrôleurs via les contrôleurs managers, chargés de gérer un type de ressource, un et un seul type de ressource. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin sur cette comparaison impératif-descriptif en faisant Kubernetes versus Docker. D'un côté, on a ce qu'on vient de décrire, hein, et on voit que tout est réellement asynchrone, tout est réellement sans état entre les différents contrôleurs. Bah, dans Docker, je vous l'avais déjà dit, mais la partie orchestration, elle est impérative, elle est séquentielle. C'est-à-dire quand vous envoyez un ordre sur une CLI, via la CLI sur une API de Docker, l'orchestrateur va traiter les ressources les unes derrière les autres et il y a donc une dépendance d'état entre les ressources. On le voit parce que, alors ça s'est amélioré avec le temps, mais il faut attendre le traitement de la totalité d'un manifeste pour que Docker nous rende la main. Sur Compose, on le voyait de façon très 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 précise, mais même sur Swarm, ça va être le cas. Alors, ne vous trompez pas, hein, sur Kubernetes, on pourra aussi manipuler des choses de façon impérative. On pourra demander la création d'un pod ou alors vous n'avez pas encore le vocabulaire, mais d'un élément bien précis. Euh, il va falloir attendre certains éléments qui sont vraiment implémentés de façon complètement asynchrone et sans état, à partir du réplica set et du déploiement. J'anticipe sur le vocabulaire, mais on va y venir pour qu'on voit vraiment la différence des impératifs descriptifs. Je reviens très très rapidement, hein,
un petit mot sur les distributed data store et notamment etcd, puisque c'est celui qui est utilisé le plus couramment avec Kubernetes. Les distributed data store, ce sont des bases NoSQL. C'est comparable à, si vous voulez, donc c'est du NoSQL du type key-value et où la représentation par arbre, mais en fait, ce sont derrière les représentations par arbre, ce sont des bases clé-valeurs. LDAP, par exemple, son back-end, c'est des fichiers de type DB clé-valeur. C'est donc comparable à Redis. Redis, on peut l'utiliser par exemple pour faire du session store, pour gérer des sessions sur une application web, pour faire des patterns pub-sup et puis des brokers pub-sup pour faire du messaging. On peut l'utiliser pour faire du caching, gérer un cache pour un accès web sur une application. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation qu'on peut en faire en termes de data store. C'est-à-dire, par exemple, le data store, on peut y stocker des statistiques. Et par contre, on peut aller sur la branche qui est complètement à droite, qu'on appelle les lookup notified data store. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont une capacité à être observés. Les modifications qui sont faites sur des branches ou sur des clés particulières ou des groupes de clés particulières peuvent être notifiées. Et on va voir que ça va être extrêmement utilisé dans Kubernetes parce que ça va nous permettre d'avoir des API qui sont à la fois CRUD, Create, Retrieve, Update, Destroy, et observables pour pouvoir justement gérer une notion événementielle, y compris jusque dans Kubernetes. Et typiquement, on va appeler ça des real-time leaderboards. On retrouve dans ces bases Consul, TCD, Zookeeper. Donc voilà, je voulais faire ce petit centrique sur les bases, sur les distributed data store parce que c'est quand même un élément important de l'architecture de Kubernetes. Pour aller un tout petit peu plus loin sur la théorie, le positionnement de TCD, donc des bases de ce type-là, si on parle sur les principes du théorème de Brewer, hein, le théorème de CAP, qui en gros découpe les bases en fonction du critère de cohérence, de consistency en anglais, de disponibility, availability en anglais, et de distribution, partition tolerance en anglais. Une base ne peut implémenter que deux des propriétés de ce triptyque. Et là, typiquement, on est sur un positionnement qui est du domaine du consistency partition tolerance. Donc, on est sur les mêmes types de, de critères qu'on va retrouver sur des bases comme Mongo, typiquement Redis, puisque je l'ai comparé, et donc pas du tout sur les mêmes types de positionnement que pour les bases relationnelles ou que pour certaines bases Cloud Pure Push comme OpenSearch ou Elasticsearch. Je rentre pas plus dans les détails, mais voilà, allez voir les informations sur le théorème de Brewer si vous voulez aller plus loin. Alors, forcément, j'ai fait des slides qui sont un peu touffus sur les différents concepts. Le premier, celui qu'on a vu, c'est le control plan. Le control plan, c'est le cœur, c'est la tour de contrôle de ce qui va se passer, de ce qui va permettre d'orchestrer nos containers et nos services au sein de Kubernetes. Ce qui est bien, ce qui est impressionnant dans Kubernetes, c'est que le control plan lui-même va être sous forme de container au sein du cluster lui-même. Et ensuite, on a la base etcd. Notre base etcd, notre distributed data store, lui aussi, il va être clusterisé au sein de notre cluster Kubernetes. Ce qu'on n'a pas encore décrit suffisamment, c'est l'API serveur. L'API serveur, bah, c'est un serveur d'API qui est interrogeable en REST. On a vu qu'effectivement, je l'ai un peu évoqué, on a à chaque fois un ensemble de ressources qui sont manipulables, qu'on va pouvoir gérer au travers de cette API via des API du type CRUD, Create, Retrieve, Update, Destroy, et puis qui vont avoir cette capacité d'observabilité grâce à ce que propose le TCD. Notre scheduler, c'est ce qui met en activité tout ça. Dès l'instant qu'on a mis des ordres qu'on a fixé des contrats, et je vais beaucoup parler comme ça, quand on aura fixé des contrats, qu'on aura impliqué un manifeste sur le cluster, il aura été matérialisé dans la base etcd, et le cluster va activer tous les controllers managers, c'est le vocabulaire qu'on a en bas à droite, nécessaire pour remplir le contrat, pour appliquer le contrat. Deuxième slide, pour que justement ce control plan puisse interagir avec des workers, hein, avec des nœuds qui permettent de recevoir le workload, il va nous falloir Kubelet, qui va correspondre un petit peu à l'agent de communication, à ce que proposait Docker en lui-même
dans Docker Swarm pour pouvoir déclencher l'instanciation des containers via le container runtime. Donc là, le container runtime, ça doit être un container qui est compatible CRI, Container Runtime Initiative, tel que normalisé par l'Open Container Initiative. On va trouver Docker, Containerd, CRI-O, RKTLet, runc, on en trouve énormément. Kubelet, notre petit proxy, c'est pour faire l'interface entre le control plan et le container runtime. Et kubeproxy, bah, c'est quasiment la même chose que le petit Docker proxy, c'est ce qui va permettre de gérer les bindings et les NAT et donc le raccordement au niveau réseau. Alors, je dis quasi parce que l'implémentation réseau va être complètement différente dans Kubernetes, mais le principe du kube proxy, c'est exactement la même chose. C'est lui qui va faire en sorte qu'on puisse accéder à nos pods. Les pods, ça va être un bloc de containers, qu'on puisse accéder à nos pods via des services au travers de la couche réseau. Alors, on va tout de suite se lancer dans une comparaison périmétrique entre Docker et Kubernetes. Là où il n'y a pas de comparaison à tenir, c'est la partie orchestration. C'est Kubernetes en lui-même et c'est Docker de l'autre côté. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'effectivement, euh, Docker, c'est un monolithe. Le réseau, le runtime, l'orchestration, le distributed data store, tout ça, ce sont des built-in Docker. On ne peut pas les substituer. On voit que de l'autre côté, par contre, on est dans un monde où on va pouvoir substituer forcément pas la partie orchestration, mais par contre la partie distributed data store, ça, il n'y aura pas de souci, on va pouvoir la modifier. Il y a une petite problématique, TCD est pas au bon endroit, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai mis du orange pour dire, bah non, on peut pas le substituer, c'est forcément cette implémentation qui est utilisée. Ensuite, on va monter. Donc, distributed orchestration, distributed data store, orchestration runtime, pas de problème. Access control. Là, on rentre dans le vif du sujet. On va vite comprendre que Kubernetes va aller beaucoup plus loin que Docker sur la capacité à pouvoir traiter de l'isolation, traiter du multi-tenant et traiter de la partie IAM, de la partie access control et role based access control en permettant de consulter des utilisateurs sur un LDAP, en implémentant Open Policy Agent qui va permettre de matérialiser les role based access control et puis en pouvant potentiellement aussi s'interfacer avec un Active Directory. Ce que ça nous permet, très clairement, c'est que ça nous permet de venir sur chacun des verbes de l'API, chacune des ressources de l'API, fixer des service roles et de faire des service binding, des user service binding pour pouvoir définir qui a le droit de faire quoi sur les objets. On va voir qu'il y aura certains objets qui vont être plutôt dev-centriques, enfin utilisateur-centriques, et d'autres qui vont plutôt être admin-centriques. Et l'avantage, c'est que l'implémentation même de Kubernetes va nous permettre de pouvoir définir qui a le droit de faire quoi. On verra même que Kubernetes va aller très loin en faisant en sorte que même les services back-end qu'on a évoqués, même les services brokers, même les ressources externes du cluster peuvent être implémentées sous forme d'opérateurs dans le cluster et donc aussi, eux aussi, être soumis à des role-based access control. Donc là, Docker, aucune réponse comparable à ce que Kubernetes peut nous proposer. Sur la partie storage, alors, effectivement, on retrouve exactement la même chose des deux côtés. On peut faire, on peut monter de l'infrastructure Ceph, GlusterFS, NFS des deux côtés. Mais là encore, ces objets, côté Docker, on doit manipuler toute la partie NFS par nous-mêmes, tout ce qui va être montage de ressources, gestion du persistant de volume, on va devoir le faire par nous-mêmes, et finalement, Docker ne va que le consommer, on va pas pouvoir contrôler qui fait quoi dessus. De l'autre côté, on va le piloter au travers de ressources dans l'API du cluster Kubernetes. Et on va pouvoir définir des access control sur les objets, savoir qui les admins peuvent définir et fabriquer des persistants de volume et on va faire en sorte, on va voir le vocabulaire un peu plus tard, que les utilisateurs devront faire des demandes d'utilisation de ce persistant de volume au travers, par exemple, de PVC, de Persistence Volume Claim. Côté réseau, c'est un built-in côté Docker, alors que côté Kubernetes,
On peut choisir à peu près toutes les couches qu'on veut. On peut adapter la topologie de notre cluster à la topologie de l'infrastructure réseau sur laquelle on le déploie. L'infra bar métal ou l'infra virtualisé en fonction de ce que vous voulez faire, que vous avez mis en place avec toutes les mécaniques qui vont bien. On peut trouver des plugins pour pouvoir faire du pilotage d'infrastructure as code pour déployer les couches réseau. Et il y a énormément de choses. Service mesh, j'en ai parlé hein, plusieurs fois de la partie service mesh. Disons que là, encore une fois, on a beaucoup de possibilités. Et ces possibilités, l'avantage, c'est qu'elles aussi, elles vont être pilotées via l'API du cluster Kubernetes. Et quand on a fait Swarm, on a introduit la notion d'ingress et puis on les a utilisés. On a utilisé Trafic, qui était plus pratique parce qu'il gérait la dynamicité. On aurait très bien pu faire aussi Nginx et HAProxy. Exactement le même leitmotiv, on va le piloter au travers d'un ingress controller, comme un objet piloté, comme une ressource pilotée au sein du cluster, avec tous les avantages que j'ai évoqués précédemment. Et du coup, bah, finalement, en plus, on va voir que une des fonctions que nous proposait Trafic en termes de load balancing, on va le retrouver sur un objet natif de Kubernetes. Donc potentiellement, Trafic n'est pas forcément le plus utilisé sur un cluster Kubernetes. On lui préfère Nginx qui a des facilités d'opérateurs et et une implémentation plus intégrée à Kubernetes. Donc c'est plutôt Nginx qui est utilisé pour faire des ingress. Alors, encore un slide qui pique, vous allez me dire, mais enfin sur Kubernetes, c'est un peu difficile de ne pas en faire. Le but du jeu, c'était de repositionner un peu le control plan, la partie master de Kubernetes, avec notre API, avec le Kube API Server, qui est surveillé par le scheduler, dans lequel on stocke les états sur la base de TCD, sur le Distributed Data Store, qui déclenche des contrôleurs managers en étant en pub-sub sur la partie ETCD et puis qui déclenche donc les contrôleurs loops qui vont agir sur qui vont déclencher les boucles de contrôle, qui vont aller elles-mêmes déclencher des actions au travers de la partie kubelet, euh, qui implémente une couche de compatibilité. Donc Docker Scheme par exemple, c'est la couche de compatibilité pour le runtime CRI Docker, qui lui-même peut faire appel à Containerd, hein, c'est ce qu'on a vu, et puis derrière qui va venir déployer des containers dans des pods. Voilà, on va le voir. Hein. Et puis ces pods vont être accessibles au travers de services qui matérialiseront des interfaces virtuelles, et puis avec le kproxy qui permet de refaire l'équivalent du Docker proxy pour venir faire les bindings. Et puis on voit qu'effectivement, bah, la couche VXLAN, on peut choisir ses implémentations. Par exemple, on peut utiliser Flanel, il y en a plein d'autres, Calico et ainsi de suite. Kubernetes est un monde modulaire et on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Et puis effectivement, il y a la partie KubeDNS que j'ai pas évoqué, hein, qui permet de gérer l'équivalent de ce qu'on avait à la fin de la présentation sur Swarm, où je vous avais montré la facilité de résolution de noms à l'intérieur d'une stack Swarm ou d'un compose. Bah, ça va être porté par KubeDNS. C'est extrêmement vulgarisé ce que je montre, mais en gros, c'est le principe de fonctionnement de Kubernetes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la puissance de Kubernetes repose sur la modularité de son API, sur l'aspect asynchrone et sans état entre les boucles de contrôle des objets, ce qui fait qu'on peut envoyer des ordres de modification, appliquer un manifeste qui va interagir sur les objets en ayant la capacité de les traiter de façon asynchrone et sans état. On va évoquer les ressources de base qu'on va manipuler en tant que développeur. Alors c'est plutôt le faisceau vert hein, que vous allez manipuler en tant que développeur. Et puis des choses qui vont vous être fournies qui vont être un peu spécifiques en fonction du cluster, qui vont être fournies par les providers et pilotées par les providers d'infrastructure, mais qu'on retrouve. Donc tout ce que vous voyez depuis la partie rose et bleue, c'est des choses que vous allez manipuler régulièrement quand vous allez travailler sur Kubernetes, mais il y a des choses sur lesquelles potentiellement, bah, elles vont être spécifiques en fonction des clusters, donc la partie ingress ou la partie persistante volume. En fonction du type de stockage qu'on a en dessous, les objets et les ressources à manipuler seront différentes, et puis pour les ingress, pareil. Par contre, service, pod, réplica set, déploiement, config map, secret,
Et Persistent Volume Claim, ça va être la même chose, quel que soit le cluster. Ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a des objets supplémentaires, il y a des objets qui n'ont pas, manifestement pas le même nom. Alors, nos containers sont dans des pods. Pourquoi ils sont dans des pods? Parce qu'on l'avait un peu évoqué, hein. Potentiellement, il peut y avoir des containers sidecar ou des choses quand on fait du service mesh qui vont être intégrés au sein au sein d'un pod. Donc, un pod, on va considérer que c'est un groupe de containers. Ce qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est qu'on va simplifier, hein. Si vous avez pour le moment une vision pod égale container, ça va pas changer l'histoire de l'humanité. Pour cette vidéo, ça sera largement suffisant. Par contre, on voit qu'il y a une notion de label, app égale app name. On voit qu'il y a un objet service qui est réellement matérialisé. Dans Docker Compose, le service, on avait plus l'impression que c'était une structuration au sein du fichier Compose. Là, c'est réellement un objet. Et on se dit que peut-être que ces labels, ils ont quelque chose à voir dans la liaison entre le service et le pod. On voit cette notion de réplique asset et de déploiement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un contrat. Et bah, le contrat, c'est le déploiement. C'est ce qu'on va fixer dans le manifeste. Et le réplique asset va être l'application du contrat, l'instanciation du contrat. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de répliques assets. Donc un réplique asset, on se doute bien vis-à-vis du nom que ça ressemble à un groupe de réplicas de pod. On retrouve des choses qu'on a un peu vues quand on a fait Swarm, qu'on a rapidement vu avec Swarm, les config maps qui vont être l'équivalent des configs, les secrets qui vont être l'équivalent des secrets, formidable, pour une fois qu'ils ont un mot qui correspond. On sent par contre qu'effectivement le service, c'est peut-être une notion un peu différente, avec un peu le même objectif, mais qui va aller plus loin parce que ce service va proposer de façon plus concrète le load balancing. Alors, je rentre dans le détail de ces fameux labels, et typiquement le label app égale app name là. Le cloud, c'est un monde volatile. Qui dit volatile dit que on ne doit pas manipuler les choses par leur identité, mais on doit les manipuler par des caractères. Et donc ces caractères sont matérialisés sous forme de métadonnées. Ces métadonnées, bah, elles sont les mêmes pour un groupe d'objets similaires. Typiquement, on a des pods avec le label app égale app name. On a un service qui match des labels app égale app name. Cette mécanique, on appelle ça du match selecting, et c'est ce qui va permettre en permanence de gérer l'aspect volatile des objets. Un service va load balancer tous les pods qui ont le label app égale app name. Donc dès qu'un pod a ce label, il est load balancé. Même s'il n'est pas forcément dans le même groupe de réplication, dans le même réplica set que les autres. On va voir que ça va nous permettre des choses super, super pratiques et super efficaces. Donc, il faut voir le réplica set comme enfin, ouais, comme l'instanciation du contrat. Et puis le déploiement, moi je préfère effectivement, là j'ai mis ça sur cette formulation. Le déploiement serait plutôt le contrat et le réplica set c'est l'instanciation du contrat. Le service se bind sur l'instanciation du contrat et puis du coup il le fait en fonction d'un match selecting. Encore un petit peu de vocabulaire. On a parlé du fait que déjà une des grosses forces qu'avait Kubernetes, c'était la capacité de faire du multitenant, de faire de la mutualisation. Ça veut dire que dans Kubernetes, dans le vocabulaire supplémentaire qu'on n'a pas vu, il y a la notion de namespace, qui est un objet qu'on fabrique au préalable, hein, qui est une structure qu'on fabrique au préalable pour pouvoir recevoir tous les autres objets. On va donc pouvoir faire en sorte que là où dans Docker, quand on crée une ressource, elle est mélangée au milieu de toutes les ressources qu'on a sur le cluster. Donc si on commence à mutualiser, bah, ça peut dire qu'on mélange des patates avec des saucisses. Et clairement, d'un point de vue sécurité, ça veut dire que si on commence à mettre des applications, il faut que ces applications, elles aient une certaine proximité en termes de sécurité informatique les unes vis-à-vis des autres. Dans Kubernetes, on va pouvoir isoler réellement grâce à ce mécanisme de namespace. Ça n'a rien à voir avec les namespaces qu'on a vus dans la containerisation, hein. Là, il s'agit d'espaces de noms comme des bulles, des containers d'objets, de l'ensemble des objets manipulables au sein du cluster. On va y pouvoir y voir nos répliques assets, nos déploiements, nos pods, nos services, les volumes, les persistants de volume claim et ainsi de suite. Le pod, donc, c'est la plus petite unité déployable. On ne peut pas déployer un container.
dans Kubernetes. On va déployer un pod dans lequel il y a un container. Et ce pod, c'est un groupe de un ou plusieurs containers qui partagent les mêmes ressources réseau, les mêmes éléments de stockage et qui sont intégrés dans le même, évidemment dans le même espace zone. Alors ce service, vous avez compris, hein, c'est un objet concret hein, qui a pour objectif de faire la distribution au niveau réseau vers les pods. Le volume sur ce groupe de vidéos, la partie stateful, je ne vais pas l'adresser parce que typiquement les persistants de volume claim, on va y préférer les services back-end, on va préférer aller faire du cloud storage plutôt que d'aller essayer d'écrire. En fait, les volumes vont être plus utilisés par les gens qui implémentent des services de base de données clusterisés dans un cluster Kubernetes qui est probablement fait pour ça et qui vont utiliser ce qu'on appelle des réplica sets un peu spécifiques, on les verra après, hein, qu'on appelle des stateful sets, qui permettent de s'assurer de bien remonter les bons pods vers les bons volumes au travers des bons persistants de volume claim. Et on voit qu'il y a les volumes, on peut faire hein, des choses en espace, les config maps sont quelque part à des volumes, on peut faire des choses au travers d'NFS, secret et ainsi de suite. On peut faire des choses en space, c'est-à-dire directement attaché à un nœud, oui, pardon. Mais disons que la mécanique la plus globale, c'est le PVC vers un PV. Alors, on revient sur justement hein, cette petite finesse quand on a vu Trafic avec Swarm, on lui faisait porter à la fois le routage et la haute disponibilité. Là, on va voir que finalement notre ingress, c'est lui, pardon, on lui faisait porter le load balancing et le routage, pardon, et puis quelque part la haute disponibilité. Là, dans notre cas de figure, l'ingress porte le routage, c'est-à-dire le routage au niveau de DNS, au niveau de ce que nous proposait Trafic en termes de capacité à router sur un préfixe pass, un hostpass et ainsi de suite. D'ailleurs, on peut l'utiliser hein, en ingress dans Kubernetes. Et par contre, l'exposition du service, la mécanique de discovery et le routing, on voit qu'il est proposé par le match selecting directement au niveau du service. Donc, on n'a pas besoin de gérer les aspects load balancing au sein de l'ingress. L'ingress reprend son rôle principal, c'est-à-dire de point d'entrée et de point de rentrée en fonction de règles de routing et de gestion de la haute disponibilité. Alors, je vais aller assez vite hein, sur les types de contrats, les types de contrats qu'on peut fixer, les matérialisations de contrats qu'on peut fixer avec le cluster, et parler de ce fameux stateful set. C'est-à-dire que quand on a parlé containerisation et composition, je vous ai dit c'est pas une bonne pratique que de gérer des dépendances entre les composants. Et quand on a vu les 12 factors, on a vu qu'il fallait que chaque composant, chaque container ait un cycle de vie indépendant des autres et n'ait pas besoin d'une dépendance d'état vis-à-vis des autres. C'est pas vrai quand on veut aller stocker des données. C'est-à-dire, si jamais j'ai un pod qui doit aller stocker des données sur un persistant de volume via un PVC, et un deuxième sur un autre, il faut que j'ai quelque chose dans mon contrat, dans la matérialisation de mon contrat, qui matérialise cette dépendance. C'est ça qu'on va appeler un stateful set, qui va nous garantir que si je downscale et que par exemple je scale up juste derrière, je vais venir me réattacher parce qu'il va y avoir conservation de la nomenclature, c'est donc un maintien d'état, et conservation de l'identité. D'accord Le pod qui va être recréé va bien s'appeler pod 1, ce qui va permettre de refaire l'association pour retomber sur le bon persistant de volume claim. C'est très très vulgarisé ce que je viens d'expliquer. Encore une fois, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut acquérir en deuxième étape, hein, l'utilisation de persistants de volume, en se rappelant que c'est probablement pas fait pour faire de l'applicatif, c'est probablement beaucoup plus fait pour fabriquer des services back-end. Là où je suis pas tout à fait rentré à fond dans le détail, c'est si par exemple vous créez un cluster Kubernetes pour faire du stateful, pour gérer des services de base de données, des middleware, du Kafka, du Rabbit, vous allez tout mettre ça dans un cluster séparé et vous allez faire plutôt un deuxième cluster à côté dans lequel vous allez avoir un service broker qui va permettre d'instancier des services stateful dans un deuxième cluster. Ce qui fait qu'au sein du cluster qui est finalement manipulé par les utilisateurs, l'instanciation se fait sur un objet mandataire, hein, ce fameux service broker, et vous allez avoir un service catalogue qui fixe tous les services disponibles. Et l'avantage, c'est que grâce au mécanisme de role-based access control, vous allez pouvoir définir l'ACL sur
la demande, la sollicitation du service broker qui va permettre d'aller construire de l'autre côté. Donc la finesse en termes d'ACL, de Role Based Access Control, côté infrastructure cluster Kubernetes pour faire du stateful, elle est probablement pas nécessairement aussi complexe que celle qui va être faite sur le cluster de service, le cluster des utilisateurs. Alors, un deuxième contrat particulier, quand je vous avais parlé de Docker Swarm, je vous avais dit on peut faire un déploiement en mode global qui permet de garantir que on pose un pod, alors un container dans le cas de Swarm, d'un type sur chacun des nœuds. Ben on a ce type de facilité avec un autre type de contrat qu'on appelle le Daemon Set, qui va permettre de garantir qu'on pose un pod de chaque sur chacun des nœuds. Et parce que si on prend un réplica set, l'orchestrateur, en fonction de la charge, en fonction de l'introspection qu'il fait sur chacun des nœuds, peut décider que le nœud 3 est trop chargé et qu'il va venir scheduler un container sur le nœud 2 et deux containers sur le nœud 1. Avec un Daemon Set, on a la garantie qu'il en a mis un de chaque partout. Ça sert pas non plus beaucoup pour les besoins de développement, ça peut, hein, mais ça sert surtout pour venir poser justement des mécaniques un peu plus administratives, des objets comme les ingress, comme les couches d'observabilité, pour déployer des exporteurs, déployer des outils comme Prometheus et ainsi de suite. On va utiliser des daemon sets. En fait, construire ces manifestes va être beaucoup plus compliqué et c'est là qu'on va voir arriver la nécessité de rajouter encore une couche au-dessus de Kubernetes qu'on va appeler Helm, qui va permettre de faire des manifestes préfabriqués dans lesquels on va pas avoir besoin de renseigner tout le manifeste, ils vont être variabilisés, pardon. Et en fait, pour consommer ces charts, puisque c'est comme ça que ça va s'appeler, on va juste avoir à renseigner les variables qui spécialisent l'usage du chart dans un contexte donné. Et typiquement, on aura des charts pour pouvoir fabriquer une instance de base de données. Si on va au bout du bout, et c'est pour ça que je vous dis, ça s'improvise pas de déployer du Kubernetes dans une entreprise. Si vous n'avez pas de Kubernetes dans une entreprise et que vous vous lancez dans la containerisation, dans l'orchestration et la clusterisation de containers, commencez par Swarm. Et puis une fois que vous serez fait les armes, une fois que vous serez formé à Kubernetes, si vous avez des petits enjeux de mutualisation et peu d'enjeux de sécurité, vous pouvez vous contenter de faire un seul cluster avec du stateful et du stateless. Si par contre vous commencez à avoir des structures un peu plus complexes, mieux vaut effectivement faire des clusters dédiés pour des usages et puis rapatrier l'ensemble de ces des composants instanciables sous forme de service et déployables au travers d'un service broker sur le container user, on va dire pour le. Alors, on reprend en synthèse ces cas particuliers. Donc, un réplica set, si on reprend le principe informatique, le principe algorithmique, ça s'apparente à un composite, hein. On crée des pods en parallèle. On ne peut pas prédire dans quel ordre sont créés les pods. Un daemon set, c'est un réplica set plus des contraintes. Ça reste un composite. On ne sait pas dans quel ordre ça va s'instancier sur les différents nœuds, mais on sait qu'il y aura un pod sur chacun des nœuds du chaque type. Donc, il y a une contrainte de déploiement. Et puis enfin, on a le stateful set qui, lui, est un objet transactionnel. C'est-à-dire qu'il est créé en séquence, il est composé en séquence, et si on fait un scaling, il est fait en séquence lui aussi. Donc, on est sur un objet qui a un maintien d'état. C'est pour ça qu'on l'appelle un stateful set. Encore du vocabulaire. Bah ouais, Kubernetes, forcément. Euh, et c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à la refaire la vidéo parce que je sais que je parle vite, je sais que je raconte beaucoup de choses sur une vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les workloads. Alors le workload, c'est la charge de travail, c'est ce qu'on veut exécuter et c'est ce qui va être distribué sur l'ensemble des nœuds par le control plan au travers du kubelet. Et en gros, c'est nos pods, c'est nos services, c'est ce qui va être instancié dans les namespaces. Le replica set, daemon set, stateful set, je pense que j'ai déjà suffisamment expliqué, donc je ne vais pas les réexpliquer. Le déploiement, en fait, c'est ça qu'on va manipuler. Quand on va écrire un manifeste, je vais pas forcément l'expliquer dans cette vidéo, je vais pas forcément le montrer, je ferai probablement une vidéo pour vous expliquer un petit projet que j'ai mis sur GitHub qui permet de faire un petit peu un chemin depuis Docker jusqu'à Kubernetes en le faisant sur une machine à vous avec un Minikube, un Rancher desktop ou autre. Donc je vais pas forcément aller jusqu'au manifeste. La syntaxe d'un manifeste, bah, vous la trouverez de toute façon sur Internet. Je vous mettrai le lien dans une vidéo plus tard et peut-être que je ferai une vidéo explicative sur ce sujet-là. Mais en gros, ce que vous allez avoir à créer
dans vos premiers manifestes, ça va être des déploiements, des services et potentiellement des ingresses si vous n'avez pas des mécanismes en label sur le service pour faire de l'auto-ingress ou des choses comme ça. Il y aura aussi potentiellement, que je vais pas traiter dans la vidéo, la notion de HPA, horizontal pod autoscaling, qui permet de gérer de l'autoscaling sur les pods. Pareil, peut-être que j'irai jusque-là dans une autre vidéo, mais pas dans cette série-là. Cette série, c'est une introduction. Je parle aussi des jobs et des cron jobs parce que effectivement, ça permet de traiter des besoins qu'on a identifiés déjà un peu comme des anti-patterns sur les architectures qui sont réellement on demand, qui sont réellement faites avec de l'API, avec du traitement asynchrone porté par du message queuing. On peut déclencher des jobs et du coup, bah, c'est un objet structuré. En plus, ça veut dire que encore une fois, il sera asservi à la possibilité de limiter son usage, son instantiation à certains utilisateurs au travers des role-based access control. Juste pour aller un tout petit peu plus loin sur ces jobs et ces cron jobs, voilà, ben, un cron job, ça instancie un job et qu'il est créé et il supervise un pod. Si ça time out, on part en job incomplete, c'est l'état, et tout ça va être historisé, va être récupérable, on va pouvoir refaire de la réintrospection des historiques d'exécution des cron jobs. On va pouvoir potentiellement même les exploiter via l'API, via autre chose. C'est tout l'intérêt de Kubernetes pour le coup. Et puis si jamais il y a une erreur, c'est-à-dire un statut d'exécution différent de 0, ça fait un job incomplete, sinon on passe à l'état job success. Donc c'est une mécanique assez simple. Tout l'intérêt, c'est que c'est manipulable comme des objets dans l'API de Kubernetes. Alors, pourquoi autant de complexité, vous allez me dire? On va essayer de la regarder le plus simplement possible. On a dit notre déploiement, c'est le papier sur lequel on a écrit le contrat. Le réplica set, c'est l'objet du contrat, c'est la matérialisation du contrat. Quand on va faire ce déploiement sur le cluster, on va voir dans le namespace qu'on matérialise bien le déploiement, mais on va surtout voir un réplica set. Et puis après, on va voir des pods qui sont intégrés dans ce réplica set. Et c'est ça qui est intéressant. On peut faire des réplica set headless, c'est-à-dire sans service, ils tournent tout seuls pour faire des trucs qui tournent en tâche de fond, qui n'ont pas besoin d'interaction. On n'a pas forcément besoin du service et on n'est pas obligé de le matérialiser. Par contre, effectivement, le service, il est complètement en dehors du déploiement. Et c'est ce que je vous ai dit, on peut, via le match selecting, si on crée un autre réplica set dans un autre déploiement avec le même labeling et le même match labeling, le service va load balancer dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on va passer d'une version à une autre d'une application, bah, il y a plusieurs principes. C'est soit on fait du scaling, on va voir que là, potentiellement, un scaling, c'est plus un avenant à un contrat, donc on va pas forcément réimplémenter le contrat. Par contre, quand on va vouloir passer d'une version à une autre d'une application, on va le faire en refaisant une nouvelle version du contrat, donc en refaisant un nouveau réplica set. Bah, la mécanique qu'on va avoir, c'est que si jamais, par exemple, je réapplique, je fais un kubectl apply d'un nouveau manifeste Kubernetes, je vais lui dire, si je change la version des containers, par exemple, c'est une nouvelle version de container, il va recréer un nouveau réplica set et il va, en comportement par défaut, à implémenter ce qu'on appelle un rolling deployment, un déploiement roulant. Et le principe, alors mon anime, elle est pas fort, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'avantage c'est qu'en plus dans le manifeste, vous pouvez le paramétrer exactement comme vous voulez. Avant de vous montrer ce mécanisme, on avait parlé des health checks sur les containers. Donc Kubernetes, il ignore complètement la mécanique de health check et il préfère réimplémenter sa propre solution, cette fois-ci mesurée depuis l'extérieur des containers et des pods, c'est-à-dire en regardant l'activité beaucoup plus d'un aspect plus user-centrique. Et du coup, il va même plus loin, parce qu'il propose la finesse entre readiness, est-ce que le service est prêt, et liveness, est-ce que le service est opérationnel dans son run, dans son cycle de vie. Et avec ces deux tests, si on a par exemple un rolling qui déclenche la création de nouveaux pods, il va effectivement attendre pour faire le match selecting au niveau service que nous soyons à readiness et liveness. Et du coup, imaginez, je lance mon rolling deployment, ça crée un nouveau pod. Si le pod passe ses paramètres de checking, readiness et liveness, il va être load balancé au niveau du service. Et dans ces cas-là, le cluster de lui-même va potentiellement
lancer, alors on peut paramétrer hein, l'ordre dont ça se passe, il aurait très bien pu, très bien, lui son objectif c'est s'il a un réplica demandé à 2, il aurait très bien pu déscheduler un des pods du premier réplica set. Et c'est ce qui se passe. Si jamais, là on est bien toujours en respect du contrat initial, c'est-à-dire j'ai demandé 2 réplicas, j'en ai 2. Alors il se trouve qu'ils sont sur 2 versions différentes, dans 2 réplica sets différents. Et si jamais le pod est readiness liveness, il va être routé. Donc là, on est en surplus du contrat. Et du coup, il va décommissionner le dernier. Et à un moment arbitraire, il va décommissionner le réplica set. Il se débrouille, c'est sa vie. Hein. Le cluster, c'est à lui de gérer ses ressources. Nous, on lui donne ce qu'on veut en termes de contrat. C'est à lui de savoir comment il le fixe. Si maintenant on fait un scaling up, scaling down, bah là, comme je vous ai dit, c'est un simple avenant. Je vais lui faire par exemple un scale up. En fait, il crée un nouveau pod. S'il est liveness, readiness, il va être routé. Et puis potentiellement, on peut faire un réplica avec plusieurs et ainsi de suite. Mes animations sont très hasardeuses, mais vous voyez un peu le principe. Alors, Kubernetes, c'est modulaire à l'extrême. Donc, on peut rajouter ses propres opérateurs pour traiter des objets complètement externes. On peut potentiellement faire des opérateurs pour manipuler des objets. Par exemple, si j'avais envie, dans un cas de figure où je veux améliorer mon impact RSE, je voudrais mettre en pause et donc plus consommer de compute ou de CPU sur des déploiements des services ou des ingress qui servent à rien. Et potentiellement, bah, je vais faire un module Smart Sleep qui permet de gérer ça. Kubernetes vient avec un SDK en Go pour faire ses propres opérateurs. Et puis, bah, du coup, ça permet potentiellement d'implémenter ses propres control loops, ces nouveaux verbes au niveau API, de rajouter des contrôleurs managers qui vont influer sur des ressources, des nouvelles ressources ou des ressources existantes par l'intermédiaire de la couche de Distributed Data Store en altérant côté Distributed Data Store. Donc, on peut potentiellement surcharger Kubernetes comme on veut. Ces opérateurs, potentiellement, ils peuvent être aussi, ils peuvent servir à instancier. C'est une autre façon. J'avais parlé des services brokers, des services catalogues. On peut potentiellement aussi déployer des bases de données, déployer des services back-end au travers de ces opérateurs Kubernetes. Alors, si on fait la comparaison entre Kubernetes versus Swarm, bah d'un côté, je ne veux pas finir en disant Docker c'est has-been, il faut pas l'utiliser. Encore une fois, je vous redis ce que je vous ai dit. Hein, si vous avez des besoins simples, adressez-les de façon simple. Keep it simple, stupid. Donc, si vous n'avez pas de besoin gravissime de mutualisation, de segmentation d'un point de vue sécurité, de patterns de déploiement complexes et ainsi de suite, alors effectivement, vous allez me dire, faire le ticket pour aller jusqu'à Kubernetes, ça va me permettre de gérer toute la finesse des rolling deployments. On peut faire des rolling deployments sur Swarm. Il va y avoir des limites sur les patterns les plus complexes, sur les aspects les plus raffinés du service mesh et ainsi de suite. Mais on peut quand même avec Docker arriver à des résultats qui sont largement comparables. On a vu qu'il y avait quelques problématiques sur l'approche descriptive, qu'elle est plus impérative, mais on peut vivre avec ça, c'est pas un problème. Et l'avantage, c'est que la charge de travail, la charge de montée en compétences, le vivier de compétences disponibles sur les marchés, de la prestation de services et ainsi de suite, sont beaucoup plus importants sur une compétence rapide sur Docker, alors que sur Kubernetes, ça va être des ressources qui vont être plus chères et plus rares. Et puis, par contre, si on a tous ces objectifs, en plus, effectivement, c'est un tout en un, Docker. Ça se déploie, Docker Swarm Init, des Swarm Join, et puis ça y est, roulez jeunesse, on a gagné. Quelques lignes d'Ansible pour faire ce genre de choses, comme on a vu, et c'est bon. De l'autre côté, rien que pour déployer un cluster, il faut des outils. K3s, Kubespray, ou alors effectivement, il faut des implémentations minimalistes et ainsi de suite, avec Minikube, avec ce genre de choses. Mais, mais clairement, déployer un cluster Kubernetes, c'est un métier à part entière. Ça se certifie. C'est du Google, alors forcément, tout se certifie. Et puis, on est face à une nébuleuse. Une entreprise, une implémentation de Kubernetes différente. Par contre, cette nébuleuse, elle est nativement descriptive, c'est modulaire, adaptable, et on l'a vu. C'est multitenant réellement isolé. Donc voilà.
vous devez challenger vos usages, votre implication sur le sujet. Et puis bah, après, potentiellement, bah, si vous utilisez des hyperscalers, si vous utilisez des services de cloud public, bah, vous allez pouvoir avoir des facilités fournies par l'hyperscaler pour les déployer. Des services en service non managé. Vous pouvez même avoir du service managé pour le coup, hein, du cluster managé, et puis aller même très très loin sur les hyperscalaires les plus performants et puis la tête de pont, hein, ceux que je vous avais présentés dans la vidéo sur les enjeux du cloud. Euh, je vous encourage à aller la voir si vous l'avez pas vue. Je me permets de vous donner des petits liens utiles, justement l'application sur mon dépôt Git perso, hein, pour le coup, KubeMongoRuby, hein, qui permet, à l'époque, elle était faite pour fonctionner avec Octeto quand Octeto était encore gratuit. Il est plus gratuit, donc maintenant c'est fait pour tourner sur un Minikube ou un Rancher. Et c'est donc un espèce de chemin depuis Docker jusqu'à la capacité à déployer un service avec sa base Mongo, avec les secrets qui vont bien sur un Minikube. Je sais plus si je traite de l'ingress, mais je crois pas. Encore une fois, le lien aussi vers le répertoire où j'ai toutes mes sources que j'ai utilisées sur toute la partie technique. Allez voir Xavki. Si vous connaissez pas déjà, hein, mais clairement, Xavki, c'est une source de vidéos, d'explications extrêmement bien faites sur le DevOps, sur les outils du DevOps, et puis notamment Kubernetes, mais il balaye un nombre d'outils relativement impressionnant. Je vous ai mis le lien aussi vers le cheat sheet de kubectl. Alors, tant que vous n'avez pas regardé, disons que c'est un bon début pour faire ce genre de choses. Voilà, je le promets pas, mais je vais essayer de faire une vidéo où on va un peu plus sur la syntaxe, sur l'introspection d'un cluster, de façon un peu visuelle. Pour le moment, j'ai pas encore préparé tous mes outils pour pouvoir vous faire de l'interactif. C'est pour ça que je fais beaucoup de supports qui sont de la simulation visuelle. Je vais voir comment je vais me débrouiller. On va s'arrêter pour cette vidéo. Et puis bah, on s'approche de la fin de notre cycle, hein. On va parler CI/CD maintenant, puisque notre objectif c'est de parler DevOps à la base, hein. Et on a fait tout ce chemin sur le cloud, sur la containerisation, parce qu'on va voir que dans les outils du DevOps, ils vont être au cœur des outils du DevOps, à la fois dans l'usage et dans l'infrastructure pour déployer, mais aussi dans le fonctionnement même des outils, un GitLab. On va voir les notions de runner, par exemple, ça va carrément consommer du compute sur un cluster Kubernetes dans la majorité des cas. Si vous utilisez le GitLab public, ça va être le cas, mais vous pouvez très bien vous déployer votre propre GitLab. Et là, je vous conseille effectivement dans votre entreprise, si vous allez jusque-là, déployer votre cluster Kubernetes pour gérer le compute de tous les runners pour que vous puissiez gérer correctement la partie CD de votre chaîne d'intégration continue. Et je vous remercie.